Bonjour, bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule pour introduire le module 4 sur l'équilibre chimique. Donc, la première partie du chapitre 11 sur l'aspect qualitatif de cette nouvelle notion qu'est l'équilibre chimique. Donc, dans le chapitre 11, en fait, on va voir un peu de façon qualitative. Donc, juste décrire les équilibres chimiques, utiliser le bon vocabulaire et aussi voir comment certains facteurs vont avoir une influence, un peu comme on avait vu au chapitre 10 sur la vitesse, mais on ne fera pas nécessairement de calcul et tout. Ça va attendre au prochain chapitre, au chapitre 12. Donc, je sais que vous avez très hâte, mais ça sera seulement au chapitre 12. Qu'est-ce que l'équilibre? Quand on pense au quotidien au terme d'équilibre, on pense à quelque chose de stable, de quelque chose d'immobile, donc qui ne bouge pas, où les forces s'annulent, comme on peut voir avec la planche et les deux personnes qui se tiennent sur cette planche-là. Mais vous allez voir que l'équilibre chimique, c'est très loin de l'immobilité, c'est très loin d'être stable. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. On a ici un graphique que vous vous rappelez sûrement, donc la variation de la concentration en fonction du temps. Si on regarde la courbe en vert, on voit en fait la variation de nos réactifs, donc le monoxyde de carbone et l'eau, et le dioxyde de carbone et le dihydrogène, eux, sont nos produits en rouge. Donc la concentration de nos réactifs diminue au fil du temps en vert et pour nos produits, elle augmente au fil du temps. On s'est intéressé beaucoup à la première partie lors du module 3, mais cette fois-ci, pour le module 4, on va aller plutôt dans cette partie-là ici où on est en bleu un peu plus foncé, où là, on a atteint l'équilibre. Mais si on regarde en fait les courbes, on peut voir que la droite est vraiment une ligne qui est à l'horizontale. Donc, si on ferait notre tangente, on obtiendrait en fait une droite qui serait effectivement elle aussi à l'horizontale, donc avec une pente de 0. Ce qui nous dit en fait que notre vitesse ici pour nos produits est de 0 et c'est la même chose pour nos réactifs, elle est elle aussi de 0. Donc c'est ça qui va caractériser notre équilibre. On est stable, nos vitesses sont de 0, donc ça c'est bien important de garder ça en tête. Par contre, on va voir que cet équilibre-là qui semble stable ne l'est pas tout à fait. Donc, comme j'ai dit, un système peut être en équilibre, mais ne pas être tout à fait immobile. On peut voir un exemple ici avec une bouteille fermée dans laquelle on a une boisson gazeuse, donc qui est constituée de CO2. Lors de la première bouteille, donc la première situation, on a du CO2 aqueux en très grande quantité et pas beaucoup de CO2. En fait, on voit on n'a aucune molécule de CO2 gazeux. Par contre, avec le temps, lorsqu'on arrive à la situation numéro 2, on voit que certaines particules de CO2 aqueux commencent à passer en forme gazeuse. Donc là, on se retrouve avec 2-3 particules ici, donc 3 molécules de CO2 qui ont changé de phase et qui sont maintenant rendues gazeuses. Par contre, à la troisième situation, on arrive à une situation où là, on a plusieurs particules de CO2 qui sont maintenant rendues gazeuses et quelques-unes qui sont encore restées en solution aqueuse. Et là, il va se produire un phénomène assez particulier où, en fait, il va y avoir des particules de CO2 aqueux qui vont devenir gazeuses, mais au même moment, il va y avoir la même quantité de CO2 gazeux qui vont, en fait, retourner sous forme aqueuse et en fait, il va y avoir un va-et-vient en fait, de chacune de nos particules comme ça. Donc, nous, si on prend des photos, si on prend une photo de notre état à l'équilibre, donc notre système à ce moment-là, vu qu'il est à l'équilibre, donc on pourrait compter par exemple ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 molécules de CO2. Et si je prends une autre photo à un autre moment, j'aurai encore 7 molécules de CO2. Mais ça ne veut pas dire que c'est les mêmes. Parce que certaines de ces 7 particules-là, de ces 7 molécules-là de CO2 vont avoir retourné en phase aqueuse et ça va être des nouvelles qui étaient en phase aqueuse qui, eux, vont avoir passé en forme gazeuse. Donc, il se passe un va-et-vient comme ça, incessant entre les deux. Mais nous, si on prend une photo, on ne voit pas de différence. Donc, c'est là, en fait, qu'on va faire la petite nuance avec l'équilibre chimique et l'état statique, immobile, comme on est habitué de voir. Donc, c'est ce qu'on va voir à la prochaine diapositive. Donc, c'est pour ça qu'on va dire qu'un phénomène est en équilibre lorsqu'il ne se passe plus de changements observables dans le système. Donc, c'est vraiment changement observable, les mots-clés que je veux que vous reteniez, que ce n'est pas parce que que le système ne bouge pas, qu'il est immobile, qu'il va être à l'équilibre,
mais c'est bien parce que nous, on ne remarque aucun changement. Donc, on a compté le même nombre de molécules de CO2, CO2, la couleur ne change pas, etc. Tous ces indices-là vont nous permettre de voir que notre système est à l'équilibre. Donc, vraiment, à retenir, changement observable, c'est les mots-clés pour la définition de l'équilibre chimique. Vous allez voir, on va préciser un petit peu plus tard notre définition, mais pour le moment, sachez que c'est plus de changement observable. Donc, si on veut clarifier nos systèmes et savoir si le système est à l'équilibre ou pas, on va devoir se donner quelques critères. Un des premiers critères, ça va être de voir si le système est fermé ou ouvert. Vous vous rappelez sûrement des définitions ouvert, fermé et isolé. J'ai mis une petite image en bas pour vous en rappeler. Là, vous avez vu ça au module 2. Donc, un système ouvert, c'est quand il y a en fait échange d'énergie et de matière. Par contre, un système fermé va permettre seulement l'échange d'énergie, mais la matière va rester prisonnier dans le système. Et un système isolé, lui, va empêcher les échanges d'énergie et de matière. Donc, si vous regardez en haut, on peut voir que système fermé, on a H2O liquide qui devient avec de l'énergie qui devient du H2O gazeux ou du NaCl solide qui devient du NaCl aqueux. Moi, je porte votre attention en fait sur les deux flèches comme ça ici, comme ça, versus le système ouvert où on a H2O liquide plus énergie. Mais cette fois-là, on a une flèche simple vers le H2O. Donc, ça va être en fait les critères qu'on va retenir pour savoir si la réaction est à l'équilibre. Donc, si vous voyez une flèche double, comme c'est le cas dans les systèmes fermés présentés dans cette diapositive-là, ça veut dire en fait qu'on a les deux réactions à la fois. Donc, le H2O avec de l'énergie devient du H2O gazeux, mais le H2O gazeux, lui, peut aussi revenir à sa forme liquide en faisant l'alternance comme ça. La même chose pour le NaCl solide, où là, le NaCl solide peut passer à son état aqueux et le NaCl aqueux, dans certains contextes, s'il y a la possibilité, il peut revenir en NaCl solide si le système est fermé, donc s'il n'y a aucun échange de matière avec l'extérieur. Par contre, un système ouvert, on pourrait prendre un exemple d'une bouteille ouverte où là, le H2O liquide s'évapore, donc passe sous forme gazeuse, mais si la bouteille est ouverte, n'est pas fermée, le système permet l'échange de matière avec l'extérieur et donc là, notre H2O gazeux s'échappe et s'en va, ce qui fait en sorte qu'il ne peut pas redevenir à sa forme liquide ou du moins en petite quantité. C'est donc pour ça qu'on n'a pas mis la flèche dans les deux sens, qu'on a mis une flèche simple. Donc, notre système ne pourra pas être à l'équilibre. Donc, système ouvert ne sera jamais à l'équilibre, mais système fermé, lui, par contre, va pouvoir être à l'équilibre. En lien avec ça, il va falloir faire attention, en fait, à ce qu'on va observer comme système. Pour cette image-là, vous avez un bécher avec de l'eau et à laquelle il y a une substance qui est cristallisée à l'intérieur. Est-ce que notre système va être ouvert ou fermé? Bien, en fait, si on se considère pour le solide, donc le solide qui serait les cristals à l'intérieur, on peut dire que c'est fermé, car il n'y a pas d'échange de matière avec l'extérieur. En effet, le solide est prisonnier de notre bécher, il ne va pas se sauver, il va rester là, donc aucun problème pour ça, il est bien là, aucun échange de matière avec l'extérieur. Par contre, si on considère puis on voudrait étudier en fait la relation ou la réaction entre le H2O liquide et le H2O gazeux, donc l'évaporation du H2O, bien là, par contre, on est en système ouvert pour notre H2O parce que lui, le H2O peut sauver. Mais si on considère le fait que le solide, lui, se solubilise et peut passer sous forme aqueuse et sous forme solide, donc cristallisé ou être sous forme aqueuse, lui, il n'y aura pas d'échange avec la matière, donc de matière avec l'extérieur, pardon, donc pas d'échange de matière avec l'extérieur, lui, il va être fermé. Mais pour notre H2O, vu que lui, s'il s'évapore, il va passer dans l'air et va s'échapper à l'extérieur du système, ça va être un système ouvert. Donc ça, vraiment, il va falloir faire attention aux situations, bien lire les consignes, bien lire les énoncés des questions pour s'assurer que vous identifiez correctement le système, à savoir si c'est un système ouvert ou fermé. Donc, on se concentre sur ce qu'on veut évaluer, sur la réaction qu'on regarde et on observe si la réaction qui nous intéresse, il y a un échange de matière ou non avec l'extérieur pour savoir si notre système est ouvert ou fermé. Il va falloir faire attention, c'est des petits pièges assez faciles dans les questions d'examen, surtout dans les questions à choix multiples, c'est très facile de se tromper, donc portez attention à ça, ça va être bien important. Aussi, autre chose, on n'a pas besoin d'avoir nécessairement de système isolé.
Par contre, on va voir que la température a peut-être une influence. Donc là, ça va dépendre des contextes. Peut-être que oui, ça va être important d'avoir un système isolé, mais en général, on va se concentrer surtout sur ouvert ou fermé. Quand je vous ai parlé du H2O gazeux qui s'échappe du système ouvert et qui ne peut pas en fait retourner à sa forme liquide, bien, on avait ce qu'on appelle une réaction qui est complète ou irréversible. C'est-à-dire que la réaction se fait seulement dans un sens, donc les réactifs se transforment en produits et il n'y a pas possibilité pour les produits de redevenir des réactifs. Donc, ça arrive dans certaines circonstances où là, les réactifs vont être complètement consumés et il n'y aura pas de chance que ça redevienne, que les produits reforment les réactifs. Donc, la combustion, par exemple, donc là, le glucose avec l'oxygène qui nous donne notre énergie, du CO2 et de l'eau, c'est un exemple de réaction irréversible. Donc, on n'a pas vraiment de possibilité pour que le CO2 et l'eau et l'énergie reforment du glucose et de l'oxygène dans le contexte de notre corps. Donc, ça peut se faire, mais la réaction inverse, donc la réaction qui part des produits vers les réactifs, n'est pas favorisée. Donc, est très, 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 très faible, va avoir une vitesse de réaction très élevée, donc très difficile à faire. Donc, pas de chance, en fait, que dans les conditions de notre système, cette réaction se fasse. Donc, on va dire que c'est une réaction complète ou irréversible. Et comment on l'observe, comment on sait que la réaction est complète ou irréversible, c'est que vous allez toujours savoir comment on peut deviner ce genre d'informations-là. Bien, c'est avec la flèche simple. Donc, c'est ce que je vous avais dit d'observer pour les systèmes ouverts ou fermés, par exemple. Mais c'est comme ça qu'on va savoir que la réaction est complète ou irréversible si on a seulement une flèche simple. Donc, flèche simple dans un sens ou dans l'autre, ça dépend. Des fois, ça pourrait être, on pourrait inverser la formule, mais ça revient au même. En fait, la flèche simple nous dit qu'on a seulement une seule réaction qui se produit. Donc, c'est les réactifs vers les produits et c'est la seule chose qui se produit. On n'a pas l'autre réaction en présence dans notre système. Ça, c'est un exemple graphiquement aussi que vous pourriez voir pour une réaction irréversible. Donc, vous voyez qu'à la fin, nos produits sont très élevés, nos réactifs sont à zéro, donc ont été complètement consommés, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance d'avoir un équilibre parce que là, on a simplement des produits, on a 100% de produits et 0% de réactifs, donc aucune chance de pouvoir faire des réactifs, faire installer un va-et-vient, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est une réaction qui n'est pas à l'équilibre. Vous pouvez le voir aussi de façon graphique. C'est important, des fois, on peut vous mettre ces questions-là à l'examen ou pendant vos exercices. Voici l'autre cas de figure qu'on va croiser au cours des prochains chapitres, les réactions réversibles. Vous vous doutez bien que si les réactions irréversibles ne pouvaient pas être à l'équilibre, alors c'est bien sûr les réactions réversibles qu'on va croiser le plus souvent au cours du chapitre 11 et du chapitre 12. Comment on reconnaît une réaction réversible? Par la présence des flèches doubles. Donc, la flèche à double pointe comme ça, ou l'addition de deux flèches avec des demi-pointes. Donc, c'est bien important, les demi-pointes, une par-dessus l'autre comme ça. Ça nous dit qu'on a des réactions réversibles. Une réaction réversible, c'est quoi? C'est quand on a une partie de nos réactifs qui se transforme en produits, mais qu'on a en même temps une partie de nos produits qui se transforme en réactifs. On a donc un équilibre comme ça qui peut s'installer parce qu'on a des réactions dans les deux sens. Mais ça, vous allez voir que ce n'est pas très, très pratique pour l'industrie. Imaginez que vous voulez créer, vous, du 2HI, mais qu'au cours de votre réaction, on a un peu de 2HI qui vont réagir ensemble et qui vont recréer vos réactifs. Donc, vous retournez à la case départ. Vous allez voir que, en fait, l'équilibre chimique, c'est un peu un calvaire pour les industries chimiques, donc l'industrie pharmaceutique, la création de produits et tout. Mais il y a des façons de venir influencer l'équilibre, de venir briser cet équilibre-là pour favoriser une des deux réactions. Mais par contre, les systèmes ont tendance à s'opposer à ça, ne vont pas se laisser faire. Donc, ça va être une bataille entre le chimiste et la chimie pour essayer de favoriser une des réactions. Et vous-même, vous allez être capable de trouver les bonnes conditions pour s'assurer de favoriser la réaction que vous le souhaitez. Mais ça sera dans la prochaine capsule un peu plus tard. Donc, ça sera dans le reste du chapitre. On poursuit notre découverte de concepts qui nous permettent de mieux préciser l'équilibre chimique. Je vous rappelle que les concepts qu'on apprend là, c'est pas pour rien, c'est pas pour le plaisir de les apprendre et tout. C'est vraiment pour être précis dans les définitions que vous vous donnez, dans les termes que vous utilisez, autant dans vos rapports de laboratoire que dans les questions d'examen ou dans vos exercices.
et pour s'assurer qu'en chimiste, on parle un langage clair et concis. Donc, c'est important de les connaître, c'est important de les utiliser, surtout lorsque vous répondez à des questions. Donc là, on veut savoir, en fait, c'est quoi la distinction entre des propriétés macroscopiques et microscopiques. Macro, gros, micro, petit, là, si vous connaissez votre grec, là, vous allez quand même bien aller. Mais si on va un petit peu plus en détail, une propriété macroscopique, c'est une propriété qu'on peut en fait percevoir à l'œil nu ou à l'oreille nue, là, peu importe, mais en fait qu'on est capable de voir avec nos sens, qu'on est capable de sentir, toucher, voir, etc. Ou on peut utiliser un instrument de mesure, donc que ce soit la balance, un pH-mètre, peu importe, c'est ce qu'on va appeler les propriétés macroscopiques. Donc, vous avez des exemples ici, là, la couleur, le pH, la température, le volume, la pression, etc. C'est toutes des propriétés macroscopiques qu'on peut percevoir à l'aide d'appareils ou à l'aide de nos sens. Par contre, les propriétés microscopiques, en fait, ça, c'est des choses qui vont plus au niveau de l'atome ou des molécules, donc qu'on ne peut pas apercevoir à l'œil nu et qu'on ne peut pas, en fait, non plus mesurer, on ne peut pas prendre de photos de nos atomes, on ne peut pas le regarder. On doit utiliser ce qu'on appelle des modèles. Donc, les modèles, on en a vu un beau modèle lors du module 3, le modèle de la théorie des collisions. On ne peut pas voir les collisions. On n'a jamais eu de film qui nous montre des collisions. On n'a jamais vu de complexe activé et tout et tout. Mais, en utilisant les modèles, on est capable, en fait, de s'imaginer que c'est ça qui se produit. On est capable de faire des expériences qui peuvent venir, d'une certaine façon, valider ce qu'on a fait comme modèle et nous permettre de mieux expliquer ce qui se passe dans nos milieux réactionnels. Et c'est là, en fait, que la distinction va se faire avec l'équilibre chimique, que c'est un état peut-être statique, mais pas vraiment. En fait, ça va être statique ou immobile pour les propriétés macroscopiques. Donc, les propriétés macroscopiques vont être immobiles. Donc, c'est ce qu'on avait dit à changement qui n'avait pas de changement observable. Donc, aucun changement dans les propriétés macroscopiques. C'est ça qui va caractériser notre système à l'équilibre. Les propriétés macroscopiques vont rester constantes. Par contre, du point de vue microscopique, alors là, c'est là que ça bouge. C'est là qu'il va y avoir le va-et-vient incessant entre nos molécules qui peuvent passer d'une forme à l'autre, réagir, passer de réactif à produit, de produit à réactif. C'est au niveau des atomes et des molécules, c'est-à-dire au niveau des propriétés microscopiques de notre système, des choses qu'on ne peut pas voir. Donc, il faut se rappeler ça en tête. Macroscopique, immobile, ça ne bouge pas, mais en dessous, si on pouvait creuser, si on avait un microscope assez puissant, on pourrait voir que notre système, lui, il travaille et les atomes, eux, ils sont constamment en mouvement, ça bouge, ça bouge. Les propriétés microscopiques, elles, vont se modifier, mais du point de vue macroscopique, du point de vue de l'œil de l'observateur et des appareils qu'il peut utiliser, les propriétés restent constantes. Donc, c'est important de faire la distinction entre macroscopique et microscopique. On se retrouve donc avec deux états d'équilibre. On avait nos propriétés macroscopiques qui restent stables, qui restent immobiles. C'est ce qu'on appelle l'équilibre statique. Donc, l'équilibre de ce qui reste au même point, ce qui est immobile. Donc, vous pouvez voir l'image ici là, avec les athlètes là, qui font une pyramide humaine. Là. Donc, ça ne bouge pas, il n'y a pas de changement, c'est immobile, c'est l'équilibre statique, c'est la définition courante qu'on est habitué de voir. C'est ce qui se produit pour nos propriétés macroscopiques, donc c'est-à-dire pour ce qu'on est capable d'observer avec nos sens ou avec nos appareils de mesure. Par contre, du point de vue dynamique, et là c'est le micro qui est dynamique, c'est plutôt un équilibre en fait où on a deux processus qui s'effectuent à la même vitesse en sens opposé, donc on n'a aucun changement visible parce que chacun va s'opposer. Vous avez l'exemple ici du coureur qui essaie de monter comme ça, qui court, pendant que l'escalier roulant, là, ou l'escalator, comme diraient nos amis les Français, lui, va dans l'autre sens. Donc lui, il court, il se donne, il a chaud, il travaille fort, mais pour un observateur de l'extérieur, il pourrait voir que notre coureur, lui, reste à la même place parce qu'en fait, sa vitesse est compensée par la vitesse de l'escalier roulant en sens inverse. Bien, c'est exactement ce qui se produit avec nos réactions quand on a une réaction d'un réactif vers produit et de produit vers réactif. Si les deux se font à la même vitesse, nous, de l'extérieur, on ne voit aucun changement. Ça reste constant. D'autres exemples d'équilibre dynamique? Bien, on pourrait avoir notre pyramide ici où, au lieu d'avoir les gens qui restent stables, on pourrait garder la même forme, sauf que chacune des personnes alternerait de position. Donc, c'est un peu ce qui se produit avec, exemple, les phases quand on passe de CH2 ou de CO2 gazeux à CO2 aqueux. Donc, on a un changement de phase. Mais ça, ici, si on garderait la même forme, mais qu'à chaque seconde,
les gymnastes ou nos athlètes ici changeaient de position et prendraient la position d'un autre athlète, bien, on aurait un équilibre dynamique. Équilibre dynamique, un autre, quand vous faites vos devoirs de chimie, bien, si on fait la réaction compréhension de la chimie, des fois, vous essayez de faire des exercices, vous faites des exercices, vous faites des exercices, vous pensez, vous avancez, vous travaillez fort, mais votre compréhension, elle n'avance pas parce qu'il y a peut-être plein de problèmes qui viennent en sens inverse, qui font comme la réaction inverse, qui viennent bloquer votre compréhension. Donc, vous faites des exercices, vous travaillez fort, mais vous avez l'impression de stagner et de ne pas avancer. C'est un équilibre dynamique. Et ça, c'est des exemples qu'il faut retenir. Donc, moi, je vous conseille de retenir peut-être l'équilibre dynamique avec l'aide de l'image, avec l'escalier roulant et la personne qui court, mais il faut se rappeler que c'est pas parce que ça semble stable que ça l'est vraiment, parce que c'est ce qui se produit dans nos milieux réactionnels. Voici des exemples plus concrets, en fait, d'équilibre dynamique. Donc, l'équilibre des phases, c'est ce qu'on a vu avec la situation de la bouteille avec le CO2 gazeux et aqueux. Donc, qui passe d'une phase à l'autre. C'est un équilibre dynamique parce que, en fait, nos particules, nos atomes, nos molécules, elles vont bouger constamment, vont passer d'une phase à l'autre, même si nous, on a toujours l'impression qu'il y a le même nombre de molécules en phase gazeuse et en phase aqueuse à chacun des temps qu'on pourrait observer de notre réaction. On a aussi l'équilibre de solubilité. Bien là, c'est quand on a un soluté qui est dissous dans un solvant et qu'il est en quantité suffisante pour être en excès. Donc, c'est vraiment, là, je veux qu'on mette l'accent, là, que vous regardez bien, là, c'est l'excès de ce soluté qui fait en sorte qu'on a une solution saturée. Pourquoi c'est important? Parce que si on veut un équilibre des phases, si on veut que le soluté puisse passer de forme solide à forme aqueuse, bien, il faut qu'il y ait un précipité dans le fond de votre système réactionnel, de votre bécher, par exemple. Donc, il faut que le soluté ait la possibilité de passer à la fois de solide à aqueux. Si ce n'est pas complètement saturé, et par exemple, le café le matin, quand vous mettez votre sucre, bien là, vous pouvez rajouter du sucre, mais le sucre que vous allez rajouter, lui, il va tout de suite se mettre en phase aqueuse. Il n'ira pas faire un équilibre en forme solide, aqueux, solide, aqueux, solide, aqueux. Il faut que la solution soit saturée pour qu'on ait une petite quantité de soluté qui soit dissous dans le fond et qui redevienne solide pour que là, ensuite, on ait des molécules qui alternent entre la phase solide et la forme aqueuse. Si ce n'est pas saturé, on va juste avoir une seule phase, donc on ne pourra pas avoir d'équilibre entre les deux. C'est bien important de se rappeler ça. Il va y avoir beaucoup de problèmes avec la solubilité, là. Il faut absolument une solution saturée, donc avec plus de soluté que la solution peut contenir pour qu'on ait un petit dépôt dans le fond, qu'on ait une petite quantité qui soit sous forme solide. À retenir, c'est très important. Maintenant, l'équilibre chimique, bien, ça on l'a vu, des réactions dans un sens comme dans l'autre, ça on va avoir suffisamment de temps pour en parler. Il nous reste tout un module pour en parler. Si on résume tout ce qu'on a vu et on met ça dans une belle définition plus précise encore que ce qu'on avait vu au début pour l'équilibre chimique, on va retenir que l'état d'équilibre, c'est un état dynamique, donc dynamique, premier mot-clé, où deux réactions directes et inverses, donc il faut des réactions réversibles pour qu'on puisse avoir les deux directes et inverses, vont se faire à la même vitesse. Si on veut que ça soit équilibré, il faut que ça soit à la même vitesse. Il ne faut pas qu'il y en ait une qui soit plus importante que l'autre. Sinon, ça n'aura pas le temps de stabiliser. On n'aura pas nos propriétés macroscopiques qui vont demeurer constantes. Donc, important, à la même vitesse. Et, comme j'ai dit, pas de changement observable dans les propriétés. On pourrait même rajouter macro de notre système. Donc, les propriétés macro du système restent identiques. Aucun changement qui peut être observé. Et si on résume ça à l'aide du module 3, à l'aide de nos vitesses, là, je vous avais dit que les vitesses de réaction nous poursuivaient et qu'on nous hantait encore dans le module 4. Bien oui, c'est le cas, par exemple, en ce moment. Donc, la vitesse directe est égale à la vitesse inverse. Donc, la vitesse, dans ce sens-là, est égale à la vitesse de transformation de nos produits en réactifs. Donc, c'est ce qu'on appelle l'équilibre chimique. Il va donc falloir observer certains critères pour savoir si notre système est à l'équilibre. Et bien évidemment, si vous voulez utiliser toutes les données, toutes les formules, toutes les règles qu'on va apprendre pour l'équilibre, ben, la première chose à faire, ça va être bien évidemment de vérifier si notre système est à l'équilibre ou non. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? En 1, les propriétés macroscopiques sont constantes. Donc, les propriétés macroscopiques, le pH, volume, couleur, etc., demeurent constants. Donc, pas de modification visible dans notre système
premier critère pour savoir si c'est à l'équilibre. La deuxième, bien évidemment, c'est la réaction irréversible. On veut nos deux réactions, on veut un équilibre entre deux réactions. Il faut absolument que ça soit réversible. C'est là que, par exemple, dans la solubilité, le système qui n'est pas saturé ne serait pas correct parce que là, on n'aurait pas de réaction réversible, on n'aurait pas la réaction entre solide, aqueux solide. Donc, notre système ne peut pas être à l'équilibre, c'est à cause de ce critère-là. Il faut que le système soit fermé. Bien, c'est le même principe si on a un échange de matière, si nos produits se sauvent, notre gaz se sauve et s'échappe dans l'air, bien, on ne pourra pas avoir d'équilibre entre les deux. Donc, système fermé, c'est, je le rappelle, pas d'échange de matière. Donc, pas de matière, je vais mettre un delta là, pour dire échange, donc pas d'échange de matière pour système fermé. Et si on veut être encore plus précis, il faut que la vitesse des réactions directes et inverses soit égale. Donc, si on est capable de mesurer ça, on voit que nos deux vitesses sont égales, eh bien, on a un système à l'équilibre. Donc, ces 4 critères-là, c'est à retenir. Ça va être appliqué à chacune des consignes, à chacun des exercices que vous allez faire. Donc, c'est important. C'est une pogne très, très, très facile de vous mettre un exercice, par exemple, une question à choix de réponse où le système n'est pas en équilibre et vous demandez des questions sur l'équilibre. Et alors là, il va falloir faire attention, il va falloir être alerte pour s'assurer de toujours vérifier si notre système est à l'équilibre. On va donc regarder ensemble pour faire un petit retour en classe sur les propriétés de l'équilibre, donc essayer de savoir si nos éprouvettes sont à l'équilibre. Vous pouvez toujours l'essayer. De toute façon, on va le corriger en classe. Mais je vous encourage aussi à aller faire les exercices à la page 287. Donc, je ne sais pas si l'examen du module 3 vous a secoué un peu, fait réaliser que peut-être vous devriez mettre plus d'efforts. Bien, en fait, moi, je vous encourage à en mettre toujours plus. Ça vaut la peine de réussir. Il reste un dernier module et après ça, l'examen de fin d'année revient sur tout. Donc, si vous voulez bien commencer le module, si vous voulez bien commencer, et le chapitre 12, je peux vous le dire, c'est un gros morceau. Il n'est pas facile. Il y a des longs calculs, des longues équations. Donc, vraiment, le chapitre 11, là, c'est peut-être ce qui peut vous sauver à l'examen aussi. C'est des questions pas très, très difficiles. C'est très qualitatif. Donc, juste observer, voir qu'est-ce qui change un peu sans trop le décrire. Donc, c'est pas très, très, très difficile, mais il faut bien commencer. Fait que prenez votre temps, soyez sérieux, venez me voir, venez me poser des questions, réécoutez les capsules 40 fois s'il faut, mais mettez les efforts si vous voulez bien réussir. On finit l'année en beauté, c'est toujours plus agréable. Vous allez avoir l'esprit tranquille pour l'été. Donc, page 287 pour bien commencer, je vous encourage à le faire. Et sinon, on se retrouve à la prochaine capsule. D'ici là, passez me voir et à la prochaine.